Bonjour à toutes et tous. Alors, bienvenue à ce second webinaire interne au Pacte du pouvoir de vivre. Donc, je suis Amandine Le Breton, la directrice de l'association d'animation du Pacte. Et donc, je vais animer ce webinaire de 45 minutes. Donc, il devrait se terminer à 9h30. Et aujourd'hui, il est consacré à la loi immigration. Alors, quelques mots juste rapidement sur ces webinaires. Alors, ils sont adressés aux organisations du Pacte du pouvoir de vivre au niveau national comme au niveau local, donc à la fois aux militants, aux bénévoles et aux salariés. Et l'objectif de ces moments entre nous, c'est de prendre du temps pour soit expliciter des enjeux ou des problématiques portées par le pacte, présenter des travaux des organisations membres ou faire le point sur un sujet d'actualité, même s'il n'est pas porté collectivement par le pacte. C'était le cas, par exemple, la semaine dernière sur le sujet des retraites. Donc aujourd'hui, c'est Sarah Belaïch, la directrice du pôle thématique nationaux de la CIMAD, ainsi que Julien Fromanger du Secours catholique qui vont intervenir pour 25 minutes environ. Et cette intervention sera suivie d'un échange donc sur la loi immigration, ses enjeux et les questions qu'elle soulève. Alors, quelques consignes rapides avant ça, avant de leur passer la parole. Alors, d'une part, ce webinaire est enregistré, vous l'avez peut-être vu. Alors, l'idée, ce n'est pas de le rendre public. On ne l'a pas fait non plus pour les retraites et aucun de ces webinaires internes ne sera rendu public. Mais l'idée, c'est qu'il puisse être envoyé, l'enregistrement ou le lien, en tout cas aux personnes qui n'ont pas pu être avec nous ce matin. C'est ce qu'on a pu faire suite au premier webinaire. Deuxième point, c'est le temps de questions-réponses. A priori, on sera assez nombreux de nouveau ce matin, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais donc, on va procéder par écrit pour les questions. Donc, vous voyez qu'il y a une petite, dans la barre du bas, il y a un petit espace où vous pouvez poser des questions. Et à l'issue de l'intervention de Sarah et Julien, c'est moi qui les rassemblerai, qui les transmettrai à Sarah et Julien pour qu'ils puissent vous répondre. Voilà, Sarah, Julien, je vous laisse la parole pour environ 20-25 minutes. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, quelques mots d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Des petits éléments de contexte et de calendrier sur ce projet de loi. On nous avait demandé en introduction de dire pourquoi un nouveau projet de loi immigration en 2023. Et on avait envie de répondre parce qu'il y a un nouveau gouvernement. Effectivement, à chaque nouveau gouvernement, il y a une loi immigration. Si cette réforme aboutit, ce sera la 22e en 40 ans. C'est quasiment une loi et demie tous les 2 ans. Et cette inflation législative, elle montre que l'immigration est un sujet très politique, avec des visées électoralistes. Et depuis 20 ans au moins, que ce soit les gouvernements de gauche ou de droite, ces réformes d'immigration, de manière générale, vont toutes dans le même sens. Elles limitent, le but est de limiter l'immigration en restreignant les droits. Du coup, dans le cadre de ce projet de loi 2023, les objectifs du gouvernement ne sont pas originaux, hein, ils sont similaires aux précédentes réformes. Peut-être le contexte de crise sociale et économique est un peu plus prégnant, un peu plus nouveau. Ça vient rajouter un terrain un peu propice à des mesures restrictives. Mais principalement, les objectifs du gouvernement pour ce projet de loi, c'est de faciliter les expulsions des personnes étrangères, modifier de nouveau la procédure d'asile pour l'accélérer, hein, alors que la précédente réforme de 2018 avait déjà réformé justement dans cet objectif-là la procédure d'asile. Et enfin, opérer des ajustements en termes d'admission au séjour. Ces ajustements qui, on va le voir, sont majoritairement quand même défavorables aux personnes étrangères. Donc, vous l'aurez compris, ce projet de loi immigration 2023 s'inscrit dans la continuité d'une politique de recul des droits des personnes étrangères. Deux autres remarques. Les mesures qu'on va vous présenter ici peuvent évoluer. Elles ne sont pas encore fixées puisque la version du projet de loi actuel n'est pas la version définitive. Il s'agit d'un avant-projet de loi qui a été transmis au Conseil d'État fin décembre 2022 pour avis. Et vraisemblablement, ce sera le 1er février que le projet de loi définitif sera présenté en Conseil des ministres pour un dépôt en première lecture au Sénat, a priori fin mars 2023. Et une première lecture à l'Assemblée nationale en avril, voire probablement en mai 2023. Voilà, ça c'est pour le calendrier. Enfin, dernière remarque, la présentation qu'on
qu'on va vous faire, Sarah et moi, elle n'est pas, du projet de loi, elle n'est pas exhaustive, hein. Il y a de nombreuses mesures qui sont dans ce projet de loi. On a décidé de vous présenter les principales mesures les plus impactantes qui s'articulent autour des trois thèmes assez classiques, hein, le droit au séjour, le droit d'asile et l'expulsion des personnes étrangères. Et donc, du coup, je laisse la parole à Sarah pour le début. Merci Julien. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va vous présenter les principaux éléments du projet de loi et on va commencer par le droit au séjour. Et sur cette question du droit au séjour, moi je vais commencer par la question de la régularisation par le travail, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler autour de ce projet de loi. Alors le projet de loi prévoit de régulariser les personnes qui vivent en France depuis plus de 3 ans et qui ont travaillé dans un métier en tension, c'est-à-dire un métier pour lequel il y a des difficultés de recrutement, pendant 8 mois sur les 24 derniers mois. Alors, on estime que cette ouverture, elle va dans le bon sens parce que la régularisation des travailleurs sans papier, c'est une revendication très ancienne des associations et des syndicats. Et selon nous, c'est une question de justice parce que permettre à ces personnes d'obtenir un titre de séjour, c'est souvent leur permettre de sortir de l'exploitation dont ils sont parfois victimes. C'est leur permettre d'accéder à leurs droits en tant que travailleurs, en termes d'horaire de travail, en termes de congés, d'arrêt maladie, de paiement des heures supplémentaires, de droit à la retraite, etc., puisque, vous le savez, quand on est sans papier, il est extrêmement difficile de faire valoir ses droits en tant que travailleur. Donc, c'est une ouverture, ça va dans le bon sens, c'est plutôt positif, mais il y a, selon nous, des insuffisances très, très importantes à cette mesure qui apparaît dans le projet de loi. Et la première, même si je ne vais pas m'étendre, mais c'est important de la noter au passage, c'est que, selon nous, il faudrait régulariser de façon très large les personnes sans papier et pas seulement les travailleurs. Bon, cette parenthèse étant fermée, sur le dispositif de régularisation par le travail en tant que tel, la limite importante qu'on y voit, c'est que le dispositif implique de devoir prouver une relation de travail, puisqu'on doit prouver qu'on travaille déjà dans un métier en tension, et ce depuis plusieurs mois. Et la façon de prouver la relation de travail, habituellement, c'est en fournissant des fiches de paye. Or, les personnes sans papier n'ont pas le droit de travailler, donc elles sont nombreuses à travailler au noir et donc à ne pas avoir de fiches de paye. Donc, c'est déjà, on voit là une difficulté majeure, c'est comment prouver qu'on travaille alors qu'on n'a pas le droit de travailler et que les patrons n'ont pas le droit d'embaucher des travailleurs sans papier. Et cette difficulté, elle est accentuée par le fait que le projet de loi prévoit des sanctions supplémentaires à l'encontre des employeurs qui embauchent des travailleurs sans papier. Alors, il y a déjà des sanctions pénales et des sanctions administratives, en plus de sanctions financières, mais là, il y a une nouvelle sanction dans le projet de loi. Et selon nous, ça pourrait dissuader de très nombreux employeurs d'aider leurs employés sans papier dans les démarches de régularisation. Donc, on pense qu'il faudrait non seulement prévoir la régularisation de celles et ceux qui travaillent déjà, mais aussi la régularisation de celles et ceux qui vont pouvoir travailler, donc en ayant par exemple un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Sur la question des métiers en tension, il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est que la liste des métiers en tension qui est déclinée par région, elle ne correspond pas toujours à la réalité des besoins sur le territoire, notamment dans des secteurs comme la restauration, le bâtiment, le secteur du nettoyage, qui sont des secteurs qui emploient massivement des travailleurs sans papier. Et en fait, on a certains de ces secteurs qui ne sont pas déclarés comme étant en tension, justement parce que les employeurs puisent dans une main-d'œuvre sans papier, et donc ils n'ont pas de difficulté de recrutement, donc ça n'apparaît pas dans la liste des métiers en tension. Et donc ça veut dire qu'en pratique, la limitation de la régularisation à la liste des métiers en tension, elle va justement exclure des personnes qui travaillent dans des secteurs qui embauchent massivement des sans-papiers. Donc ça, c'est très problématique. Le deuxième élément sur les métiers en tension, c'est que cette restriction, elle représenterait en fait un recul par rapport à la circulaire Valls, qui est le texte actuellement qui permet de régulariser par le travail, puisque cette circulaire Valls, elle ne liste pas de métiers permettant d'être régularisés, c'est ouvert à tous les emplois. Donc, au final, cette mesure qui est présentée comme une vraie avancée, elle pourrait ne pas l'être par rapport à la situation actuelle et notamment par rapport à la circulaire Valls. Voilà, je redonne la parole à Julien sur les autres mesures qui concernent le droit au séjour.
Merci Sarah. Une autre mesure, ça concerne en fait une des conditions, un rajout en fait d'une condition pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle. Alors la carte de séjour pluriannuelle, c'est un titre de séjour qui a une durée de validité de 2 ans ou de 4 ans, selon les catégories de personnes. Elle est généralement délivrée à l'issue d'une première année de régularisation de la personne. Et au cours de cette première année, la personne s'est engagée auprès de l'OFII à suivre des cours une formation linguistique, des cours de français obligatoires, évidemment quand elle ne parle pas le français. Cette carte, elle est déjà conditionnée au suivi assidu de cette formation linguistique. Et ce que prévoit le projet de loi, c'est de rajouter une condition et sa délivrance, du coup, la délivrance de cette carte de séjour pluriannuelle serait désormais conditionnée à l'obtention d'un niveau de maîtrise de français, donc en gros un test de français pour atteindre un niveau qui n'est pas comment dire, précisé dans le projet de loi, mais qui serait vraisemblablement le niveau A1, qui serait précisé par voie réglementaire. Donc ça rajoute une condition restrictive à la délivrance de cette carte de séjour pluriannuelle. Cette mesure, elle est présentée par le gouvernement comme une mesure qui va favoriser l'intégration, puisqu'il part du constat que 25% des personnes qui suivent cette formation obligatoire n'atteindraient pas le niveau requis, qui est le niveau A1. Et donc, c'est cette solution qu'ils ont trouvée pour favoriser l'intégration. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le fait de conditionner l'obtention d'un titre de séjour à la réussite d'un examen de français, est-ce que réellement ça va favoriser l'intégration et surtout une meilleure connaissance de la langue? L'enjeu pour maîtriser une langue se situe surtout autour des conditions de la formation linguistique. Et là, l'OFII, qui est l'organisme qui est chargé, l'administration qui est chargée de plusieurs missions de contrôle migratoire, mais qui est aussi notamment en charge d'accompagner les personnes sur leur intégration et donc de proposer cette formation linguistique. L'OFII reconnaît lui-même dans son dernier rapport que l'un des freins à l'apprentissage, ce sont les difficultés matérielles et sociales des personnes qui n'ont pas toujours le temps disponible pour suivre ces formations en raison des contraintes professionnelles, des contraintes familiales telles que la garde d'enfants. Donc, dans ces conditions-là, l'exigence de la réussite à un examen de français ne va pas favoriser l'intégration. Au contraire, ça risque d'être un obstacle à la délivrance de titre de séjour qui, lui, du fait de sa durée, permet une relative stabilité administrative et qui donc favorise l'intégration. Donc, cette mesure apparaît plutôt contre-productive dans l'objectif d'intégration. Ensuite, dernière mesure que l'on souhaite vous présenter sur le droit au séjour, une condition là, qui est rajoutée à l'ensemble des titres de séjour. Le projet de loi prévoit de refuser ou de retirer un titre de séjour à toute personne, à une personne qui manifeste un rejet des principes de la République. Donc le gouvernement vise par exemple à sanctionner une personne qui ferait un outrage au drapeau français. Cette mesure était à l'origine prévue dans la loi sur le séparatisme qui a été adoptée en août 2021, pardon. Mais le Conseil constitutionnel l'avait censurée en raison du caractère flou de la notion de rejet des principes de la République, pouvant conduire à un risque d'arbitraire. Donc, du coup, le gouvernement reprend cette mesure, mais pour éviter une nouvelle censure du Conseil constitutionnel, il énumère des valeurs et des principes que la personne devra respecter. Donc, c'est les principes d'égalité homme-femme, le principe de la liberté d'orientation sexuelle, le respect des symboles de la République. Voilà, donc, on voit que cette mesure, c'est une mesure plutôt politique qui cherche à toucher un électorat plutôt à droite, voire d'extrême droite. Est-ce que, voilà, ce que ça va donner, c'est que ça va donner un large pouvoir au préfet, un pouvoir important au préfet pour qualifier tel ou tel comportement de la personne comme ne respectant pas les principes ou les valeurs de la République. Et donc, ça peut conduire à des décisions abusives. On peut se demander, par exemple, est-ce que le fait qu'un parent d'élève de confession musulmane qui va militer auprès de la mairie pour obtenir des repas de substitution sans porc à la cantine, est-ce que ça sera considéré comme un rejet des valeurs de la République? Voilà.
En gros, ça donne, de par son caractère assez imprécis, assez flou, ça donne un large pouvoir au préfet pour refuser ou retirer un titre de séjour. Ensuite, on va vous présenter les mesures qui concernent l'asile, le droit d'asile. Donc là, l'objectif, comme je le disais en introduction, l'objectif du gouvernement, c'est d'accélérer le traitement de la demande d'asile. Et on va voir que les mesures là, qui sont prévues par le projet de loi vont substantiellement modifier l'organisation des institutions qui examinent la demande d'asile, qui vont avoir quand même pour impact de dégrader les droits des personnes en demande d'asile. La première mesure est de créer des pôles territoriaux appelés France Asile, qui réuniront l'OFPRA aux côtés de la préfecture et de l'OFII. Alors actuellement, une personne qui souhaite demander l'asile va se présenter en préfecture, qui va enregistrer la demande d'asile, lui délivrer une attestation de demande d'asile, qui est un document de séjour provisoire qui lui permet de rester sur le territoire le temps de sa demande d'asile, et qui va lui délivrer aussi un formulaire à remplir et qui sera envoyé à l'OFPRA dans un délai de 21 jours. Cette personne, dans la préfecture, va aussi rencontrer l'OFII, un agent de l'OFII, qui lui sera chargé de lui faire ouvrir ses droits, le droit à une allocation financière et le droit à une place d'hébergement. Lorsque la personne sort de cette préfecture, qu'on appelle GUDA, puisque ça réunit à la fois la préfecture et l'OFII, on appelle le guichet unique, eh bien, elle a 21 jours pour envoyer son dossier à l'OFPRA, qui l'enregistre et puis qui convoque ensuite la personne pour un entretien. Et c'est cet entretien-là qui est souvent décisif dans l'examen de la demande d'asile auprès de l'OFPRA. Là, l'idée du projet de loi, c'est de prévoir que des agents de l'OFPRA seront désormais sur place, donc, au sein de ces guichets uniques, au sein de ces préfectures, où il y a l'OFII et la préfecture, et que du coup, ça permettra à la personne de déposer son dossier OFPRA directement, et parfois aussi d'avoir son entretien avec un agent de l'OFPRA au sein même de ces locaux, appelés donc pôles territoriaux France Asile. L'objectif qui est visé, qui est présenté par le gouvernement, c'est de raccourcir les délais, hein, et donc on ne sait pas si, on ne sait pas si le délai de saisine de l'OFPRA de 21 jours sera réduit ou supprimé, mais le but, voilà, c'est d'accélérer la demande d'asile. Alors, on peut se poser vraiment la question de savoir est-ce que le fait que les agents de l'OFPRA soient sur place au sein même en fait, de ces guichets uniques où la préfecture et l'office sont présents, est-ce qu'il y a une nécessité pour raccourcir le délai, puisque du coup, en fait, on peut imaginer que la demande d'asile soit simplifiée, la demande d'asile auprès de l'OFPRA soit simplifiée et qu'elle soit faite rapidement, sans pour autant que l'OFPRA soit présent physiquement dans les mêmes locaux que la préfecture et l'OFII. La crainte, c'est qu'il y ait une réelle confusion en fait entre le rôle des autorités qui ont des missions de contrôle migratoire, hein, la préfecture, l'OFII, et le rôle de l'OFPRA qui est une administration indépendante, hein, et qui a juste une mission de protection, une mission d'asile, qui est de voir si la personne peut bénéficier d'une protection sans considération de risque ou de flux migratoire. Donc, on peut craindre finalement une atteinte à l'indépendance de l'OFPRA, puisque la proximité dans les locaux d'agents de la préfecture et de l'OFPRA pourront avoir une influence sur le traitement de la demande d'asile de la personne. Ensuite, deuxième mesure qui est prévue dans ce projet de loi sur l'asile, c'est de mettre fin finalement à la formation, à la collégialité, à la formation de jugement en collégial, c'est-à-dire auprès de la CNDA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Cour nationale de droit d'asile, qui est un petit peu le tribunal spécialisé dans l'asile, qui est chargé en fait d'instruire les recours des personnes qui sont rejetées par l'OFPRA. Actuellement, les personnes qui font ces recours sont jugées par 3 juges, un juge professionnel et 2 juges assesseurs, dont un nommé par le HCR. Et ces 2 juges assesseurs sont des personnes qui ont des connaissances de terrain, tu vois, qui ont une fine connaissance
de la situation géopolitique d'origine du demandeur et qui donc assiste le juge professionnel. La formation collégiale, elle est importante parce qu'elle permet finalement de croiser les regards pour mieux comprendre le dossier de la personne, qui est souvent complexe, et ça permet aussi d'éviter des décisions qui sont fondées sur le ressenti d'un seul juge. C'est d'autant plus important que la décision qui est prise, de savoir est-ce que la personne a un droit d'asile ou non, a des conséquences, vous l'imaginez bien, très importantes sur la suite du parcours de vie de la personne. Donc, pour ces raisons, mettre fin au principe de collégialité des 3 juges, ça va affaiblir sans conteste la qualité de la justice rendue. Le projet de loi prévoit que ces recours soient examinés par un juge unique, donc sans la possibilité de se voir jugé par ces 3 juges. Ensuite, autre mesure, toujours concernant la Cour nationale du droit d'asile, le projet de loi prévoit de déconcentrer la Cour nationale du droit d'asile en créant des salles d'audience au sein des différentes cours administratives d'appel sur le territoire français. Il faut savoir qu'actuellement, la Cour nationale du droit d'asile a son siège à Montreuil et le demandeur d'asile doit se déplacer de toute la France pour aller à son audience. Et donc, ce que prévoit le projet de loi, donc de déconcentrer en fait les chambres de jugement, non plus à Montreuil, mais dans des différentes cours administratives d'appel du territoire français. L'objectif qui est présenté par le gouvernement, c'est présenté comme une mesure de simplification pour rapprocher la justice des requérants. Donc, effectivement, ça peut avoir des avantages pratiques, puisque ça évite aux personnes de se déplacer, surtout que c'est des déplacements qui ne sont pas pris en charge actuellement. Mais il y a surtout une crainte importante qui est la perte aussi d'une culture commune en fait, de cette juridiction, puisque réunis au même endroit, du coup, il peut y avoir des échanges, pratiques aussi de travailler ensemble. Donc, il y a une crainte du perte de savoir, de perte de connaissances et une perte aussi de l'unité de la jurisprudence. La CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, c'est une grosse machine qui prend presque 70 000 décisions par an. Donc, il y a beaucoup de juges, il y a beaucoup d'interprètes, il y a beaucoup de rapporteurs qui travaillent et qui instruisent les dossiers, en gros, qui préparent les dossiers pour les juges. Et cette grosse logistique aussi, elle va être compliquée avec la déconcentration, puisque la centralisation actuelle au sein d'un même siège, ça permet de remplacer des juges absents, ça permet qu'à chaque audience, il y ait la présence d'interprètes dans des langues même rares. Et donc, on craint que la déconcentration, ça va compliquer cette logistique et ça va finalement, il y a les risques que les personnes soient jugées par des personnes qui n'ont pas la spécialité de la région d'origine du requérant ou qui n'ont pas le bon interprète dans la bonne langue. Ensuite, autre mesure qui concerne l'autorisation de travail, dont on a parlé un petit peu aussi dans la presse, l'autorisation de travail des demandeurs d'asile. Alors, un petit rappel quand même pour vous présenter cette mesure, de la réglementation actuelle. Le droit au travail des demandeurs d'asile aujourd'hui, on peut dire il existe en théorie, mais il n'existe pas en pratique. Le dernier chiffre qu'on a statistiquement de l'administration, c'est un chiffre qui date de 2017. Moins de 1% des demandeurs d'asile avaient l'autorisation de travail durant leur procédure d'asile. Aujourd'hui, pour obtenir le droit d'asile, il y a 3 conditions pour obtenir l'autorisation de travail. Il y a 3 conditions. La première, c'est que l'OFPRA n'ait pas encore statué, pris de décision dans un délai d'au moins 6 mois. La deuxième, c'est que la personne doit trouver un employeur prêt à l'embaucher et prêt à faire une demande d'autorisation de travail. Et la troisième condition, c'est que l'employeur doit justifier qu'il n'a pas trouvé de candidat déjà présent sur le marché du travail. Donc, ça l'oblige à justifier qu'il a fait une annonce auprès de Pôle emploi et que aucun candidat n'a pu être pris. Donc, autant vous dire que ces conditions limitent drastiquement le droit de travail de ces personnes. Ce que prévoit le projet de loi, c'est que certaines catégories, certaines nationalités de demandeurs d'asile, parce qu'ils ont un taux d'accord d'asile à très fort, pourront demander une autorisation de travail sans attendre le délai de 6 mois
que peut mettre l'OFPRA pour statuer sur leur demande d'asile. Donc, c'est des personnes qui pourront enregistrer leur demande d'asile, qui pourront faire cette demande d'autorisation de travail dès l'enregistrement de demande d'asile, mais avec les mêmes conditions restrictives, c'est-à-dire de trouver un employeur prêt à les embaucher, prêt à faire une demande d'autorisation de travail, tout en justifiant que l'employeur n'a pas trouvé d'autres candidats sur le marché du travail. Donc, on va dire que cette mesure, elle aura une portée assez limitée, qui sera réservée donc, je le rappelle, à des demandeurs dont la nationalité bénéficie d'un taux d'accord très fort. Et donc, on ne sait, ça pourrait comment dire, concerner, par exemple, les Afghans. Le seuil au-dessus duquel le taux d'accord serait considéré comme fort sera fixé par voie réglementaire. Donc, on ne sait pas encore précisément qui ça pourra concerner, mais ça pourrait concerner les Afghans, les personnes aussi de nationalité syrienne. Enfin, dernière mesure touchant aussi au droit d'asile, qui va là encore dégrader les droits des personnes en demande d'asile, c'est la réduction des délais de recours des décisions qui sont opposées aux demandeurs d'asile. Toutes les décisions durant les demandeurs d'asile vont voir leur délai de recours réduit. À la fois les décisions qui concernent le droit à une allocation, le droit à l'hébergement opposé par l'OFII. Actuellement, le délai de recours est de 2 mois. Ce délai de recours passera à 7 jours. Autre décision aussi, la décision d'expulsion dans un autre État européen qui est prise au titre du règlement Dublin. Aujourd'hui, le délai de recours est de 15 jours et le délai de recours sera fixé à 7 jours. Et dernière décision, c'est la décision que reçoivent les personnes qui sont déboutées, qui sont rejetées de leur demande d'asile. Elles reçoivent une OQTF, une obligation de quitter le territoire, qui est une mesure d'expulsion prise par la préfecture. Actuellement, le délai de recours est de 15 jours et le projet de loi prévoit, là encore, de réduire ce délai de recours à 7 jours. Donc, clairement, ces brefs délais, ils vont pas permettre une accélération du traitement de la demande d'asile. Par contre, ils vont rendre plus difficile le droit de faire un recours. Et donc, c'est clairement une dégradation des droits des personnes étrangères. Et c'est d'autant plus préjudiciable que les personnes qui sollicitent l'asile constituent un public particulièrement fragile du fait de la langue, du fait du manque d'accès à l'information, du fait de la situation sociale, psychologique, du parcours traumatique. Et donc, le risque, évidemment, c'est que ces personnes ne soient pas en capacité de faire valoir leur droit au recours contre ces décisions. Voilà pour le droit d'asile. Je laisse du coup maintenant la parole à Sarah pour la partie sur l'éloignement. Donc sur l'expulsion, effectivement, vous le savez, hein, le gouvernement a beaucoup communiqué sur ce volet du projet de loi dès cet été. Il y a eu pas mal de polémiques autour des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, autour des questions liées à la double peine. Et donc, ce qui est inscrit dans le projet de loi consiste à réduire les maigres protections qui existent aujourd'hui contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, en mettant en avant la notion de menace à l'ordre public. Alors, il y a 2 publics concernés, ceux qui sont frappés par une obligation de quitter le territoire français et ceux qui sont frappés par une mesure de double peine. Et là, notre analyse est un petit peu différente en fonction de ces 2 publics. Pour les obligations de quitter le territoire français, aujourd'hui, l'administration ne peut pas en prononcer une si la personne est présente en France depuis très longtemps, si elle a de fortes attaches familiales sur le territoire, si elle est malade, etc. Donc, il y a un certain nombre de protections contre le prononcé d'une mesure d'expulsion dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français. Ce que le projet de loi prévoit, c'est de faire sauter ces protections si la personne représente une menace pour l'ordre public. Cette notion de menace pour l'ordre public, elle existe déjà en droit des étrangers, et nous savons qu'elle est interprétée de façon très très large par les préfectures, et donc de façon assez arbitraire, parce qu'en fait, elle n'est pas définie dans la loi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on ne parle pas de personnes dont le comportement trouble gravement l'ordre public, mais de personnes qui risquent de troubler l'ordre public.
Et ça relève d'une interprétation qui est extrêmement subjective. Donc cette mesure, on est vraiment très, très inquiet de la façon dont les préfectures la mettront en œuvre, puisqu'on l'a déjà vu dans d'autres domaines, la notion de menace à l'ordre public est vraiment une notion très, très floue et qui permet des interprétations et donc des dérives assez importantes. L'autre catégorie de personnes qui est visée, ce sont donc les personnes qui sont touchées par une mesure de double peine, c'est-à-dire des personnes qui ont été condamnées, qui ont eu une peine de prison, et on leur ajoute une seconde peine, donc la double peine, dans le cadre d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français. C'est-à-dire qu'on estime que ces personnes, malgré le fait qu'elles ont purgé une peine de prison, ne peuvent pas se réamender, ne peuvent pas se réinsérer dans la société française et donc doivent être expulsées du territoire et renvoyées dans leur pays. Donc pour ces catégories de personnes, même chose, lorsqu'elles ont commis un délit et qu'elles représentent une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, il s'agit de faire sauter les protections contre l'expulsion dont elles étaient jusqu'à présent bénéficiaires. Alors là, il s'agit en fait de l'extension de mesures qui existent déjà. Donc ça ne va pas radicalement changer les choses, puisqu'en fait, pour les personnes victimes de double peine, les protections sont très maigres et en plus, elles peuvent sauter assez facilement quand le juge arrive à justifier sa décision. Donc en fait, il n'y a pas de protection absolue contre l'expulsion quand on est frappé par une mesure de double peine. Donc ça ne va pas radicalement changer les choses, ce qui est inscrit dans le projet de loi actuellement. Leur intérêt pour le gouvernement, c'est surtout de pouvoir communiquer très largement sur la dangerosité supposée des personnes étrangères et de renforcer les amalgames que le gouvernement contribue fortement à alimenter entre immigration et délinquance et immigration et terrorisme. Voilà, donc sur les OQTF, notre analyse, c'est que ça va changer beaucoup les choses et que c'est très inquiétant. Pour les victimes de double peine, c'est plutôt un affichage politique qu'autre chose parce qu'en fait, ça ne va pas changer énormément la situation actuelle. Sur l'expulsion, autre mesure importante, c'est que le projet de loi prévoit enfin l'interdiction de l'enfermement en rétention des enfants. Les centres de rétention, vous le savez, ce sont les centres où sont placées les personnes pour organiser leur expulsion du territoire français. Alors, l'interdiction de l'enfermement en rétention des enfants, c'est une très bonne chose. Cela correspond à une revendication très ancienne des associations, mais aussi de plusieurs institutions, de pas mal de parlementaires. Ça permettrait aussi à la France de se mettre en conformité par rapport aux très nombreuses condamnations qu'elle a reçues par la Cour européenne des droits de l'homme pour cette pratique qui existe en France, mais qui n'existe pas dans tous les pays européens. Donc c'est une très bonne chose, mais on voit que là encore, la mesure va être finalement assez limitée pour 3 raisons. La première, c'est que ça concerne uniquement les personnes placées dans les centres de rétention. Or, à côté des centres de rétention, il y a aussi des locaux de rétention administrative qui sont créés au besoin par les préfectures quand elles n'ont pas de place, par exemple, dans les centres de rétention. Donc, on ne pourra plus enfermer les enfants dans les centres de rétention, mais on pourra continuer à les enfermer dans les locaux de rétention. Or, dans les locaux de rétention, il n'y a pas de présence associative qui aide les personnes à exercer leurs droits. Donc, c'est encore plus important que cette interdiction concerne les locaux de rétention que les centres de rétention, parce que dans les locaux, la plupart du temps, les personnes ne peuvent pas accéder à leurs droits au recours parce qu'elles ne sont pas accompagnées par les associations. Ça, c'est la première chose qui va limiter cette mesure. La seconde, c'est que cette interdiction ne concerne que les enfants de moins de 16 ans. Et donc, ça exclut ceux qui ont entre 16 ans et 18 ans. Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, à 16 ans et demi, on est toujours considéré comme un enfant. Mais bon. Et la troisième chose qui va limiter fortement cette mesure, l'intérêt de cette mesure, c'est qu'il est à peu près certain que le territoire de Mayotte sera exclu de l'interdiction de l'enfermement des enfants en rétention. Il est à peu près certain qu'il sera exclu pour 2 raisons. La première, c'est que le gouvernement le dit depuis plusieurs mois. Il y a eu plusieurs annonces qui vont dans ce sens. Et la seconde, c'est que à la toute fin du projet de loi, il est écrit que toutes les dispositions qui vont être adoptées dans
dans le cadre de la nouvelle loi, pourront faire l'objet d'adaptations pour le territoire de Mayotte et que ces adaptations ne seront pas votées par le Parlement français, que ce sera simplement modifié par ordonnance. Donc c'est très inquiétant puisqu'une fois de plus, l'outre-mer ne sera pas concerné par l'ensemble des dispositions qui sont dans le projet de loi. Et quand on dit qu'elles ne seront pas concernées par l'ensemble des dispositions, ça veut dire qu'il peut y avoir des dispositions beaucoup plus restrictives que celles du projet de loi qui seront prévues pour les outre-mer. Alors si on revient à un autre sujet, l'interdiction de l'enfermement des enfants en rétention, ce serait particulièrement grave que Mayotte soit exclue de cette interdiction, puisqu'il y a 40 fois plus d'enfermement d'enfants en rétention à Mayotte qu'en métropole. À Mayotte, en 2021, il y a eu 3135 enfants qui ont été enfermés en rétention. Donc si on exclut Mayotte de ce dispositif, en fait, il n'a quasiment plus aucun intérêt. Voilà, très rapidement sur les questions expulsion. Il y aurait d'autres choses à dire, mais le temps passe, donc on va plutôt échanger et répondre à vos questions si vous en avez. Merci Sarah et Julien. Donc en effet, il y a quelques questions, n'hésitez pas à en poser d'autres dans le chat. Il y a notamment 2 questions sur les métiers en tension, peut-être y revenir 2 minutes, et notamment la question de Jean-Michel qui est: est-ce que pour les personnes travaillant sur d'autres métiers que ceux en tension, est-ce que ces personnes pourront demander une régularisation, pardon. Alors, c'est une très bonne question, Jean-Michel, à laquelle moi, je n'ai pas la réponse. On a posé la question au ministre du Travail, puisque, vous le savez, il y a des concertations qui ont été organisées il y a quelques mois avec les associations et les syndicats. Donc, la question était: est-ce que le dispositif de régularisation par le travail qui est prévu dans le projet de loi va remplacer la circulaire Valls, ou est-ce qu'il va être en complément de la circulaire Valls? Et à l'époque, le ministre du Travail n'a pas pu nous répondre puisque les arbitrages n'avaient pas encore été faits. Donc on ne sait pas si ça va remplacer la circulaire Valls et donc il n'y aura plus aucune possibilité de régularisation par le travail pour les métiers en dehors de ceux qui sont dans la liste des métiers en tension, si ça va être en plus de la circulaire Valls. Donc ça, c'est une question très, très importante parce que ça change complètement la donne. Je ne sais pas si Christophe Dag, peut-être tu as d'autres éléments sur ce sujet, peut-être que vous avez des informations plus fraîches que les nôtres. Non, c'est exactement ce que tu as dit. Bonjour à tous déjà. C'est exactement ce que tu as dit, donc on est en attente. Après, la circulaire Valls ne porte pas que sur la régularisation des travailleurs. Donc c'est peut-être ça qui potentiellement peut la sauver, en tout cas faire qu'elle soit maintenue sur la régularisation. Voilà, et il pourrait abroger une partie seulement de la circulaire Valls, celle qui porte sur la régularisation par le travail, et faire en sorte que le reste de la circulaire Valls soit applicable, puisqu'effectivement, comme l'a dit Christophe, il y a plein d'autres sujets que la régularisation par le travail dans cette circulaire. Ok, merci. On a une question de Claude qui demande si le CESU, chèque emploi service universel, ne permet-il pas à la personne sans papier d'échapper à l'interdiction de travailler? Alors, pour moi, non. Hein. Pour moi, l'interdiction de travailler, elle est valable quel que soit le mode de règlement. Enfin, voilà, les travailleurs sans papier n'ont pas le droit de travailler et les employeurs n'ont pas le droit d'embaucher des personnes qui n'ont pas d'autorisation de travail. Alors là encore, Christophe, si tu as d'autres éléments que ceux que je viens d'indiquer, ou Julien, mais pour moi, non, ça ne permet pas de détourner cette obligation d'être en règle en situation administrative pour pouvoir travailler. Et Julien, Christophe, vous voulez compléter, non? Non, moi j'abonde dans le sens de Sarah. Effectivement, quand on a l'interdiction de travailler, elle s'applique à la fois pour les entreprises et pour les employeurs particuliers. Donc, c'est la même chose. Ok. Il y a Françoise qui demande quelle est la réaction de l'OFPRA par rapport à ce projet de loi, et notamment sur la création des pôles territoriaux. Alors, j'ai pas de, comment dire, il n'y a pas de réaction officielle de l'OFPRA.
si ce n'est qu'on imagine qu'ils ne sont pas trop chauds hein, sur cette mesure en fait, de dispatcher des agents de l'OFPRA dans les guichets uniques des préfectures, puisque évidemment, ça va compliquer en fait, leur travail, hein, à la fois pour l'enregistrement. Il y a un gros service d'enregistrement au sein de l'OFPRA qui permet justement d'enregistrer l'ensemble des demandes d'asile. Donc, ça va forcément un impact au niveau de l'organisation. Donc, il y a une crainte sur la désorganisation, mais il y a aussi une crainte sur l'indépendance. Hein. L'OFPRA est une institution qui est très attachée à leur indépendance. Ils ont régulièrement en fait, quand même une pression, parce qu'ils sont quand même placés sous le ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas anodin. Et ils ont régulièrement une pression du ministère de l'Intérieur pour pouvoir accélérer le traitement de la demande d'asile. Et donc, quand on accélère, généralement, ça va dans un sens plutôt défavorable. Et donc, ils ont cette crainte aussi que cette nouvelle organisation ait un impact sur leur réelle indépendance. Ok, merci. Il y a une question sur le risque pour les employeurs. Est-ce qu'il y a des risques qui existent pour les employeurs associés à ce projet de loi ou d'autres projets de loi? Je réponds, Christophe, et tu complèteras au besoin. Oui, il y a toujours des risques pour les employeurs, hein, puisqu'il y a un certain nombre de sanctions qui sont déjà prévues dans les textes à l'encontre des personnes qui emploient des travailleurs sans papier. Donc, il peut y avoir des sanctions pénales, il peut y avoir le rattrapage des cotisations URSSAF qui n'ont pas été versées puisque la personne n'était pas déclarée. Et donc là, il y a une sanction administrative supplémentaire avec une amende qui est prévue dans le projet de loi. Nous, on estime que pour que la régularisation des travailleurs sans papier puisse se faire de façon effective, il faudrait prévoir une amnistie, en fait, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même un risque important que prennent les employeurs. En pratique, il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont absolument pas poursuivis pour le fait d'embaucher des travailleurs sans papier. C'est quand même assez variable sur les territoires, mais en tout cas, dans les textes, les sanctions existent et donc ça peut être très dissuasif pour un patron, puisqu'il peut avoir des sanctions, même si dans les faits, ils ne les ont pas toujours. Christophe, est-ce que tu peux compléter? Non, enfin pas spécialement. Après, nous, la crainte qu'on a, c'est il ne faudra pas que ce soit ça, et on n'a pas été totalement rassurés là-dessus, c'est que les personnes qui demandent le titre de séjour métier en tension, du coup, vont devoir déclarer où ils ont travaillé sur les temps qui précèdent, et que du coup, ce soit un fichier à disposition pour aller ensuite sanctionner les employeurs sur des amendes administratives. Donc, il ne s'agit pas d'amnistier tous les employeurs, puisqu'il y a des vrais patrons voyous qui abusent. Donc là-dessus, il y a aucun état d'âme à avoir sur le fait qu'il faut les sanctionner très lourdement sur une part donc, de cet employeur. Après, il y en a d'autres, ce n'est pas la totalité. Donc, il faut là-dessus avoir une position nuancée. On va voir ensuite dans l'application, mais on peut effectivement avoir... Il ne faudra pas que ce soit ça, quoi. En tout cas, il ne faudra pas que ce soit l'idée de quand un employeur aide un travailleur sans papier à régulariser sa situation, s'il se retrouve sanctionné pour cela, là, on n'aura vraiment rien compris à l'histoire. Ok, merci. Il est 9h29, peut-être une dernière question sur le pacte du pouvoir de vivre, ses propositions sur l'immigration et peut-être sur cette loi. Je te laisse rebondir, Christophe. Ouais, pour l'instant, en fait, il y a dans les 90 propositions dans le pacte une ou deux qui concernent l'intégration, donc c'est pas qui concernent l'intégration, notamment des réfugiés, mais même plus largement, en l'occurrence, des migrants. Il n'y a pas eu une position. Alors, déjà, on parle, ça a été dit en introduction, hein, sur un projet de loi qui est en Conseil d'État. L'Assemblée générale du Conseil d'État est aujourd'hui. Il y aura les résultats, donc on verra ce qu'il sera. Il y a plusieurs organisations du pacte, plutôt experts sur le sujet, enfin, qui travaillent plus sur le sujet, qui travaillent aussi ensemble là-dessus, mais il y a pour l'instant pas eu une décision de porter en tant que pacte du pouvoir de vivre
un avis sur le projet de loi, puisqu'on n'a pas fait ce travail collectif qui embarquerait les 64 organisations et qui permettrait, là, dans le temps que nous avons, d'émettre un avis totalement partagé sur ce projet de loi immigration. En revanche, il est évidemment clair que les organisations membres du pacte qui travaillent sur ces questions-là sont mobilisées et pour beaucoup mobilisées ensemble pour porter des choses collectivement, en fait. Ok, merci. Il est 9h31, donc on va clore ce second webinaire. Merci à Sarah et Julien et à Christophe pour tout ça. Comme je le disais en introduction, si vous souhaitez revoir le webinaire ou si des collègues, à vous n'ont pas pu le voir, n'hésitez pas, on peut vous envoyer le lien, encore une fois à usage interne. Donc ce lien ne sera pas public. Merci et puis rendez-vous au prochain webinaire qu'on est en train de caler. Merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.